La fin de cette histoire va te surprendre d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. La cathédrale Saint-Étienne de Lille était silencieuse ce matin-là, baignée dans la lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux séculaires. Éléonore Beaumont, pasteur depuis 15 ans dans cette paroisse du nord de la France, arrangeait méthodiquement les livres de cantiques sur les bancs en bois sombre. Ses doigts effleuraient les couvertures usées avec la tendresse d'une mère. À 42 ans, elle avait consacré la majeure partie de sa vie à cette communauté, devenant un pilier rassurant pour les fidèles qui venaient chercher conseil et réconfort. « Bonjour, Madame la pasteur. » La voix grave de Mathieu. Lefebvre résonna dans l'espace sacré. Le vieil homme, bedeau de la cathédrale depuis plus longtemps qu'Éléonore n'était en vie, s'approchait d'un pas lent mais déterminé. Il portait sous le bras un paquet enveloppé de papier Kraft. « Bonjour Mathieu, qu'avez-vous là ?» demanda Éléonore, repoussant une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. « Un colis pour vous. Il a été livré ce matin très tôt. Pas de nom d'expéditeur. » Il lui tendit le paquet avec une expression curieuse. « C'est inhabituel, non ?» Éléonore haussa les épaules, prenant le colis d'un air désinvolte. Probablement un don anonyme pour l'œuvre caritative. « Merci Mathieu. » Seule dans son bureau au mur tapissé de livres théologiques, Éléonore examina le paquet. Aucune adresse d'expéditeur, juste son nom écrit d'une calligraphie élégante et ancienne. Un frisson inexplicable parcourut son échine lorsqu'elle dénoua la ficelle. À l'intérieur se trouvait un livre ancien, relié de cuir patiné par le temps. Le titre, presque effacé, était gravé en lettres d'or. « Vérité cachée de l'Église primitive ». Une note manuscrite glissa sur son bureau. « Lisez, il est temps que vous sachiez. » Éléonore fronça les sourcils. Qui pouvait bien lui envoyer cela? Et pourquoi maintenant? Elle allait refermer le livre quand une photographie en tomba. Une image ancienne, jaunissante, montrant une femme qui lui ressemblait étrangement, vêtue d'habits ecclésiastiques du début du siècle dernier. Au dos, une inscription. Madeleine Beaumont, 1902, monastère de Saint-Laurent. Grand-tante Madeleine, murmura Éléonore. Cette parente éloignée dont sa grand-mère parlait parfois, évoquant une religieuse disparue dans des circonstances mystérieuses, une histoire de famille qu'on ne racontait qu'à demi-mot. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Claire Dumas, une membre active de sa paroisse, l'appelant pour confirmer sa participation à la réunion du conseil presbytéral de ce soir. Éléonore répondit distraitement, son regard toujours fixé sur le livre mystérieux. Après avoir raccroché, elle s'autorisa enfin à feuilleter l'ouvrage. Les pages craquaient sous ses doigts, révélant des textes en latin, grec ancien et araméen, accompagnés de traductions annotées en français. Des passages soulignés, des notes dans les marges d'une écriture qu'elle reconnut comme celle de sa grand-tante. Certains passages parlaient de rituels chrétiens primitifs, bien différents de ceux pratiqués aujourd'hui. D'autres évoquaient le rôle des femmes dans l'Église primitive, bien plus important que ce que l'histoire officielle reconnaissait. Et puis il y avait ces références à une connaissance perdue, un évangile caché. Le soleil commençait à décliner quand Éléonore réalisa qu'elle avait passé des heures plongée dans sa lecture. La réunion du conseil. Elle rangea précipitamment le livre dans son sac et quitta la cathédrale. Le ciel de l'île s'était assombri, annonçant un orage. De lourds nuages gris s'amoncelaient au-dessus des toits d'ardoise. Éléonore pressait le pas, son esprit encore habité par les révélations du livre, tellement absorbée qu'elle ne remarqua pas la silhouette qui la suivait depuis qu'elle avait quitté l'église. La salle paroissiale, située à quelques rues de la cathédrale, était déjà éclairée. Les membres du conseil l'attendaient pour discuter des prochains événements communautaires et des travaux de rénovation nécessaires. Éléonore s'excusa pour son retard et présida la réunion avec son efficacité habituelle, bien que son esprit soit ailleurs. « Vous semblez préoccupée ce soir, Madame la pasteur », remarqua Antoine Moreau, le trésorier de la paroisse, un homme d'affaires à la retraite au regard perçant. « Simple fatigue, Antoine. La préparation du séminaire œcuménique me prend beaucoup d'énergie. » Antoine hocha la tête, mais son regard s'attarda sur elle, sceptique. Éléonore se demanda soudain s'il savait quelque chose. Après la réunion, alors que tous se dispersaient dans la nuit pluvieuse, Antoine l'approcha. « Éléonore, puis-je vous parler en privé ?» Elle acquiesça, curieuse et légèrement inquiète. « J'ai connu votre grand-tante Madeleine,
dit-il simplement quand ils furent seuls. Le cœur d'Éléonore manqua un battement. « Comment est-ce possible? Elle a disparu bien avant votre naissance. » Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Antoine. « Disons que certains secrets de famille se transmettent de génération en génération, comme ce livre que vous avez reçu aujourd'hui. Comment savez-vous? Parce que c'est moi qui vous l'ai fait parvenir. Il était temps. Les mêmes forces qui ont poursuivi votre grand-tante sont toujours à l'œuvre, Éléonore. Et maintenant, elles vous ont dans leur ligne de mire. » Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le visage grave d'Antoine. Dans cette lumière, crue, il sembla soudain beaucoup plus vieux, comme marqué par le poids de siècles de secrets. « De quoi parlez-vous? Quelle force ?» La voix d'Éléonore tremblait légèrement. « La confrérie du Sceau. Ils gardent les secrets de l'Église, depuis des siècles. Votre grand-tante avait découvert quelque chose qu'ils voulaient garder caché. Quelque chose qui pourrait changer la face du christianisme moderne. » Un bruit de verre brisé les fit sursauter. Une pierre venait de fracasser la fenêtre de la salle paroissiale. Antoine agrippa son bras. « Ils sont là, nous devons partir, maintenant. » La pluie s'abattait violemment sur eux, tandis qu'ils couraient dans les ruelles pavées du vieux Lille. Antoine, malgré son âge, se déplaçait avec une agilité surprenante. Il tenait fermement le bras d'Éléonore, la guidant à travers un dédale de passages étroits qu'elle n'avait jamais empruntés auparavant. « Où allons-nous » haleta-t-elle, le cœur battant à tout rompre, ses chaussures dérapant sur les pavés luisants. « Dans un endroit sûr, un lieu que la confrérie ne connaît pas. » Des phares illuminèrent soudain le mur à leur droite, projetant leurs ombres distordues. Une voiture noire avançait lentement dans la ruelle, comme un prédateur traquant sa proie. « Par ici !» Antoine l'entraîna brusquement dans un passage si étroit qu'ils durent avancer de côté. L'odeur de mousse et de pierre humide emplissait leurs narines. Le passage déboucha sur une petite cour intérieure entourée de maisons anciennes aux volets clos. Antoine s'approcha d'une porte en bois usée par le temps et sortit une clé de sa poche. La serrure grinça, mais la porte s'ouvrit. « Entrez, vite !» L'intérieur était sombre et sentait la poussière et les livres anciens. Antoine verrouilla soigneusement la porte derrière eux et alluma une petite lampe qui révéla une pièce encombrée d'étagères croulant sous les volumes, de cartes jaunies épinglées au mur et de meubles d'un autre âge. « Bienvenue dans ma véritable demeure, » dit Antoine, désignant l'espace d'un geste de la main. Peu de gens connaissent cet endroit. Éléonore se laissa tomber sur une chaise, tremblante. Son monde venait de basculer en l'espace de quelques heures. « Antoine, je ne comprends rien à ce qui se passe. Qui êtes-vous réellement? Et qu'est-ce que cette confrérie du Sceau ?» L'homme s'assit face à elle, son visage ridé illuminé par la lueur douce de la lampe. « Je suis le gardien des archives des fidèles de la vérité primitive, un groupe qui existe depuis presque aussi longtemps que la confrérie, mais dans l'ombre, préservant les connaissances qu'il tente de supprimer. » Il se leva pour préparer du thé sur un réchaud antique. La confrérie du Sceau est une organisation secrète au sein de l'Église. Ils existent depuis le concile de Nicée. Leur mission, maintenir la version officielle de la foi chrétienne, quoi qu'il en coûte. Et ma grand-tante Madeleine, quel était son lien avec tout cela? Elle était l'une des nôtres, une chercheuse brillante qui avait découvert des documents datant des premiers siècles de l'ère chrétienne. Des textes qui contredisaient certains dogmes fondamentaux. Elle était sur le point de publier ses découvertes quand... Quoi? Antoine soupira, versant l'eau bouillante dans 2 tasses ébréchées. Elle a été réduite au silence. Officiellement, elle a quitté les ordres pour raison de santé et s'est retirée dans un village isolé. En réalité, elle a été forcée de se cacher. Mais avant de disparaître, elle a confié ses découvertes à mon père, qui était son ami et allié. Éléonore prit la tasse qu'il lui tendait, essayant d'assimiler ses révélations. « Et le livre que vous m'avez envoyé, c'est son journal de recherche annoté de sa main. Il contient des indices sur l'emplacement des documents originaux qu'elle a découverts. » Un silence s'installa, troublé seulement par le martèlement de la pluie sur les vitres et le tic-tac d'une horloge ancienne. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Éléonore. « Pourquoi maintenant ?» Antoine la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes comme elle, une chercheuse de vérité, et parce que le temps presse. La confrérie devient plus active, plus visible. Ils sentent que quelque chose va changer. » Il se leva et s'approcha d'une carte épinglée au mur, montrant la France avec des marquages rouges à certains endroits. Ces derniers mois,
Plusieurs sites historiques liés aux premiers chrétiens ont été accidentellement endommagés ou fermés pour rénovation indéfinie. Des universitaires spécialisés dans l'histoire religieuse primitive ont été discrédités ou ont abandonné mystérieusement leurs recherches. Il pointa un doigt vers un point sur la carte. Le monastère de Saint-Laurent, où votre grand-tante a fait sa découverte. Il a été ravagé par un incendie il y a 3 semaines. Accident électrique, selon les journaux. Éléonore frissonna. Que contiennent exactement ces documents qu'elle a découverts? Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux pour l'Église? La preuve que certains enseignements fondamentaux du christianisme ont été altérés au cours des siècles. Des évangiles supprimés, des lettres apostoliques censurées. Des textes qui montrent que l'Église primitive était bien différente de ce qu'on nous a fait croire. Plus égalitaire, moins hiérarchisée. Des textes qui parlent aussi d'une connaissance spirituelle plus profonde, que certains voulaient réserver à une élite. Éléonore secoua la tête incrédule. Ce sont des théories qui existent déjà, les évangiles gnostiques, les manuscrits de Nag Hammadi. Ce que Madeleine a trouvé va bien au-delà. Ce sont des textes qui prouvent une connexion directe entre les enseignements de Jésus et des traditions spirituelles plus anciennes. Des textes qui remettent en question non pas la foi elle-même, mais la structure de pouvoir qui s'est bâtie autour. Un craquement soudain fit sursauter Éléonore. Antoine éteignit immédiatement la lampe et s'approcha de la fenêtre, écartant légèrement le rideau. « Une voiture vient de s'arrêter, » murmura-t-il. « Comment ont-ils pu nous retrouver si vite ?» Il se précipita vers une étagère, la fit pivoter pour révéler une porte dérobée. « Nous devons continuer à avancer. Ce passage mène aux anciennes catacombes de l'île. Peu de gens connaissent encore leur existence. » Éléonore s'approcha d'une petite fenêtre et risqua un regard. 3 hommes en imperméable sombre sortirent de la voiture, scrutant les alentours avec une détermination inquiétante. Qui sont ces hommes? Des agents de la confrérie. Des hommes sans existence officielle, formés pour protéger les secrets de l'Église par tous les moyens nécessaires. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Éléonore. Ils tueraient pour cela? Antoine ne répondit pas immédiatement, concentré sur l'ouverture du passage secret. La confrérie préfère d'autres méthodes, discréditer, faire douter de votre santé mentale, isoler, parfois provoquer des accidents. Le passage s'ouvrit sur des ténèbres humides. Antoine lui tendit une lampe torche. « Prenez ceci et gardez précieusement le livre. S'il m'arrive quelque chose, vous devrez continuer seul. » « Continuez quoi? La quête de votre grand-tante. Retrouvez les documents originaux avant la confrérie. » Des coups violents résonnèrent à la porte d'entrée. « Police, ouvrez !» Antoine eut un sourire amer. « Ils ne sont pas de la police. La confrérie a des contacts partout. Allez-y, je vous rejoins. » Éléonore hésita puis s'engouffra dans le passage. L'odeur de terre humide et de pierres anciennes l'enveloppa. Derrière elle, elle entendit Antoine refermer l'étagère. Les coups à la porte redoublèrent d'intensité. Elle alluma la lampe torche et avança dans le tunnel étroit, le cœur battant. Les parois suintaient d'humidité et le sol inégal rendait chaque pas incertain. Des toiles d'araignées effleurèrent son visage, la faisant frissonner de dégoût. Après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit un bruit de pas derrière elle. Elle se figea, éteignant instinctivement sa lampe. « C'est moi », chuchota la voix d'Antoine. Continuez d'avancer. Ils ont forcé la porte. Mais le passage secret leur prendra du temps à découvrir. L'obscurité des catacombes était presque totale, uniquement percée par le faisceau tremblotant de leurs lampes. L'air était lourd, chargé d'humidité et d'histoire. Éléonore suivait Antoine, dont la silhouette voûtée projetait des ombres fantomatiques sur les parois de pierre. « Ces tunnels ont été creusés au Moyen Âge », expliqua-t-il à voix basse. Ils reliaient plusieurs églises et monastères de la ville. Pendant les périodes de persécution religieuse, ils servaient de refuge. Ironie du sort, nous les utilisons aujourd'hui pour fuir l'église elle-même. Éléonore trébucha sur une pierre, se rattrapant de justesse à une saillie du mur. Jusqu'où s'étendent-ils? Sur plusieurs kilomètres. C'est un véritable labyrinthe. Sans guide, on s'y perdrait facilement. Heureusement, j'ai passé des années à les cartographier. Ils marchèrent en silence pendant ce qui sembla une éternité à Éléonore. Ses pensées tourbillonnaient, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'apprendre. Sa grand-tante Madeleine, une héroïne secrète,
l'existence d'une société occulte au sein de l'Église, des vérités cachées depuis des siècles. « Antoine, dit-elle finalement, si ces documents existent vraiment, pourquoi ma grand-tante ne les a-t-elle pas rendus publics immédiatement ?» Il ralentit pour se mettre à sa hauteur. Dans la pénombre, ses yeux brillaient d'une intensité particulière. C'était son intention. Mais elle a compris que la simple publication ne suffirait pas. La confrérie aurait discrédité les documents, fabriqué des preuves de contrefaçon. Elle avait besoin de constituer un dossier inattaquable, avec des preuves d'authenticité venant de multiples sources, et pour cela elle avait besoin de temps. Mais elle n'a jamais pu terminer son travail. Non, la confrérie l'a trouvé avant. Antoine s'arrêta brusquement, levant sa lampe vers le plafond. Nous y sommes. Au-dessus d'eux, une trappe en bois était visible. Antoine sortit une clé de sa poche et déverrouilla le cadenas, qui la maintenait fermée. Avec effort, il la poussa vers le haut. Ils émergèrent dans ce qui semblait être une cave à vin abandonnée, avec des étagères poussiéreuses et des bouteilles vides couvertes de toiles d'araignée. « Où sommes-nous » chuchota Éléonore, sous une vieille librairie de la rue de la Monnaie. Elle appartient à une amie de confiance. Nous y serons en sécurité pour quelques heures. Antoine la guida vers un escalier en pierre qui menait à une porte dérobée. Il frappa selon un rythme précis. 3 coups rapides, une pause, 2 coups lents. La porte s'ouvrit sur une femme aux cheveux argentés, le visage marqué par les années mais illuminé par des yeux vifs et intelligents. « Antoine, » dit-elle simplement, s'écartant pour les laisser entrer. « Et vous devez être Éléonore Beaumont. Je reconnais le regard des Beaumont, celui qui ne se satisfait jamais des réponses faciles. » Éléonore. « Voici Émilie Dufresne, » présenta Antoine. Libraire de profession, gardienne de secrets par vocation. La librairie était fermée pour la nuit. Ses étagères croulant sous des volumes anciens, baignaient dans la lumière tamisée d'une lampe de bureau. Émilie les conduisit vers l'arrière-boutique, un espace encombré de livres et de manuscrits en attente de classification. Si tu passes un bon moment avec cette histoire, abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir et découvrir d'autres récits captivants. « J'ai préparé du café, » dit-elle, leur versant des tasses d'un liquide, noir et fumant. « Et j'ai sorti quelques documents qui pourraient vous intéresser. » Sur une table en bois usé, plusieurs dossiers étaient empilés. Émilie en ouvrit un, révélant des photographies en noir et blanc, des coupures de journaux jaunis et des lettres manuscrites. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler sur Madeleine Beaumont et ses recherches. Certains documents viennent de mes propres archives, d'autres ont été confiés par des membres de notre réseau. » Éléonore s'approcha, fascinée. Une photo montrait sa grand-tante, plus âgée que sur celle qu'elle avait découverte dans le livre, debout devant ce qui semblait être l'entrée d'une grotte. Son regard était intense, déterminé. « Où a été prise cette photo ?»« Dans les Cévennes, » répondit Émilie, « près du village de Saint-Laurent-le-Minier. C'est là que se trouvait le monastère où elle a fait sa découverte initiale, et c'est là qu'elle s'est réfugiée après avoir quitté les ordres. » Antoine se pencha par-dessus son épaule. La grotte que vous voyez sur cette photo est connue localement sous le nom de grotte des Fées. Mais pour certains, c'était un lieu de culte des premiers chrétiens de la région. Éléonore feuilleta d'autres documents, des transcriptions, de textes anciens, des notes de recherche, des correspondances entre sa grand-tante et d'autres chercheurs. Tout ceci suggère que les documents originaux pourraient encore se trouver dans cette grotte, murmura-t-elle. C'est notre hypothèse, confirma Antoine. Mais nous ne sommes pas les seuls à le penser. La confrérie intensifie ses recherches dans la région depuis l'incendie du monastère. Émilie s'approcha d'une carte épinglée au mur. Le problème, c'est que la zone est maintenant protégée par une fondation privée qui a acheté les terrains environnants. Officiellement pour préserver le patrimoine naturel, la Fondation Héritage Chrétien, compléta Antoine, une façade de la confrérie. Éléonore se massa les tempes, sentant une migraine poindre. Donc, nous devons nous rendre dans les Cévennes, trouver cette grotte malgré la surveillance de la confrérie et localiser des documents cachés depuis des décennies. Antoine et Émilie échangèrent un regard. C'est encore plus compliqué que cela, dit doucement Émilie. La région a connu des inondations importantes il y a 2 ans. La topographie a changé. Certaines grottes se sont effondrées, d'autres ont été rendues inaccessibles. Mais nous avons un avantage, intervint Antoine, sortant le livre de Madeleine du sac d'Éléonore. Dans ce journal, votre grand-tante a laissé des indices.
des références codées à l'emplacement exact des documents. Il ouvrit le livre à une page marquée d'un signet, révélant un poème manuscrit en latin avec des annotations dans les marges. Ce texte semble être une simple méditation religieuse, expliqua-t-il. Mais Madeleine utilisait une méthode de codage basée sur la gématrie hébraïque et la numérologie chrétienne primitive. Chaque vers contient un indice géographique ou topographique. Éléonore parcourut le texte, essayant de comprendre le système. « Comment avez-vous déchiffré cela ?»« Je ne l'ai pas encore entièrement déchiffré, » admit Antoine. « J'ai compris le principe, mais il me manque des éléments de contexte que seule une personne ayant la formation théologique spécifique de Madeleine pourrait saisir. » Il leva les yeux vers elle, et Éléonore comprit soudain. « Vous pensez que je peux le faire, parce que j'ai suivi un parcours similaire au sien. » Exactement. Vous êtes pasteur comme elle l'était. Vous avez étudié les textes anciens, les langues bibliques, et vous avez son sens, sa sensibilité. Éléonore se leva et fit quelques pas dans la pièce, essayant d'ordonner ses pensées. Même si je parvenais à déchiffrer ce code, comment pourrions-nous accéder à la grotte sans nous faire repérer par la confrérie? Émilie sourit pour la première fois. J'ai peut-être une solution à ce problème. Mon neveu Gabriel est géologue. Il travaille actuellement sur un projet d'étude des aquifères Cévenol. Il a des autorisations officielles pour accéder à plusieurs sites, y compris certains proches de Saint-Laurent. « Et il est digne de confiance ?» demanda Éléonore, soudain méfiante. « Totalement. Sa mère, ma sœur, faisait partie de notre réseau avant son départ. Gabriel a grandi en connaissant certaines vérités. Il ne sait pas tout, mais il comprend l'importance de notre quête. » Antoine consulta sa montre. « Nous devrions nous mettre au travail immédiatement. La confrérie va élargir ses recherches. Ils finiront par interroger les personnes liées. À Madeleine ?» Éléonore sentit un frisson la parcourir. « Ma famille, ils pourraient me s'en prendre à eux. Votre couverture de pasteur ordinaire vous a protégé jusqu'à maintenant, » la rassura Antoine. « Mais maintenant qu'ils ont identifié votre lien avec Madeleine et qu'ils vous ont vu avec moi, ils vont remonter votre piste. » Il sortit un téléphone de sa poche et le lui tendit. « Appelez un proche de confiance. Demandez-lui de vérifier. Discrètement si des personnes se présentant comme des enquêteurs ont posé des questions à votre sujet. Mais soyez vague. Ne mentionnez ni le livre, ni la confrérie. » Les mains tremblantes, Éléonore composa le numéro de sa sœur cadette, Sophie, qui vivait à Paris. La conversation fut brève et énigmatique, mais suffisante pour comprendre que tout était normal pour l'instant. « Bien, » dit Antoine après qu'elle eut raccroché. « Maintenant, concentrons-nous sur le déchiffrage de ces codes. Chaque minute compte. » Éléonore s'installa à la table, le livre de sa grand-tante ouvert devant elle. Les heures passèrent, ponctuées de café et de discussions animées sur les interprétations possibles des symboles et références. Petit à petit, une image commençait à se former dans son esprit. Des coordonnées approximatives, des points de repère naturels, un chemin balisé par des références bibliques, transposées dans le paysage cévenol. À l'aube, épuisée mais exaltée, Éléonore pointa un doigt sur la carte des Cévennes qu'Émilie avait dépliée sur la table. « C'est ici, » dit-elle avec assurance. « Dans cette vallée, à l'est du mont Égual. Le poème parle d'une porte cachée derrière le voile d'eau qui pleure les larmes du ciel. Il doit s'agir d'une cascade. Le train filait à travers les paysages changeants du sud de la France. Éléonore, installée près de la fenêtre, observait les plaines céréalières céder progressivement la place au contrefort des Cévennes. À ses côtés, Antoine feuilletait un guide touristique, masquant ainsi les annotations qu'il y avait ajoutées, des informations sur les patrouilles de sécurité de la Fondation Héritage Chrétien. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite dans les catacombes de l'île. 3 jours de préparatifs fébriles, de recherches approfondies et de mesures de sécurité méticuleuses. Ils avaient voyagé séparément jusqu'à Montpellier, utilisant de faux noms fournis par le réseau d'Émilie, avant de se retrouver pour ce dernier tronçon en train régional. « Nous approchons de Ganges », murmura Antoine. « Gabriel nous attendra à la gare. » Éléonore hocha la tête, serrant contre elle son sac contenant le précieux livre de sa grand-tante. Ces derniers jours avaient été une plongée vertigineuse dans un monde dont elle ignorait l'existence. Un monde d'intrigues ecclésiastiques, de vérités supprimées et de dangers bien réels. Le train ralentit, s'engageant dans une vallée, étroite bordée de falaises calcaires. Au loin,
les silhouettes bleutées des montagnes Cévenol se dessinaient contre le ciel d'été. « C'est magnifique », souffla Éléonore. « Je comprends pourquoi ma grand-tante a choisi cet endroit. Comme refuge. » Antoine sourit. « Les Cévennes ont toujours été une terre de résistance et de spiritualité, des cathares aux protestants, en passant par les maquisards. Ces montagnes ont protégé ceux qui refusaient de se plier aux dogmes imposés. La gare de Ganges était une petite structure en pierre ocre, presque déserte, en ce milieu d'après-midi. Sur le quai, un jeune homme en tenue de randonnée consultait négligemment son téléphone. Lorsqu'il les aperçut, il rangea l'appareil et s'avança vers eux d'un pas assuré. « Vous devez être les amis de ma tante », dit-il simplement en tendant la main. « Gabrielle Dufresne. J'espère que votre voyage s'est bien passé. » Éléonore fut frappée par sa ressemblance avec Émilie, les mêmes yeux vifs et intelligents, le même sourire retenu mais chaleureux. Il devait avoir une trentaine d'années, le visage hâlé par le soleil et les éléments. « Ma voiture est garée derrière la gare », poursuivit-il après les présentations. « Nous avons environ 1 heure de route jusqu'au point de départ. De notre excursion géologique, » il prononça ces derniers mots avec une inflexion qui indiquait clairement qu'il s'agissait d'une couverture. Éléonore et Antoine le suivirent jusqu'à un 4x4 défraîchi portant le logo d'une université. « Le véhicule de service », expliqua Gabrielle en ouvrant le coffre pour y ranger leurs sacs. « Parfait pour les terrains accidentés, et surtout, sa présence dans la région n'éveillera aucun soupçon. » Ils quittèrent Ganges par une route sinueuse qui s'élevait progressivement dans les contreforts Cévenol. Gabrielle conduisait avec assurance, connaissant visiblement chaque virage de ce parcours qu'il empruntait régulièrement. « Ma tante m'a vaguement expliqué que vous recherchiez des documents historiques, dit-il sans quitter la route des yeux. Des textes religieux anciens ?» Antoine échangea un regard avec Éléonore avant de répondre. « C'est plus complexe que cela. Disons que nous suivons les traces d'une chercheuse qui a découvert des textes potentiellement dérangeants pour certaines institutions. » Gabrielle hocha la tête. « Les documents perdus de Madeleine Beaumont. Ma mère en parlait parfois, à mots couverts. » Éléonore se pencha en avant, surprise. « Votre mère connaissait ma grand-tante. » « Elle faisait partie de son cercle, oui. Je n'ai jamais su exactement quelle était la nature de leurs recherches, mais je sais qu'elles correspondaient régulièrement dans les années 1980, avant que ma mère ne quitte le pays. La route serpentait maintenant à flanc de montagne, offrant des vues spectaculaires sur les vallées en contrebas. Après 1 heure de trajet, Gabrielle s'engagea sur un chemin forestier à peine visible. « Nous allons continuer à pied, à partir. D'ici !» annonça-t-il en garant le véhicule dans une clairière. « Le site que vous recherchez se trouve à environ 2 km, mais le terrain est accidenté. » Ils récupérèrent leurs sacs et Gabrielle distribua des équipements supplémentaires, lampes frontales, cordes et un détecteur d'humidité atmosphérique. « Un outil standard pour les géologues, » expliqua-t-il en voyant le regard interrogateur d'Éléonore. « Mais il nous sera utile pour repérer les infiltrations d'eau qui pourraient indiquer des passages cachés. » Ils s'engagèrent sur un sentier étroit, à peine visible sous la végétation dense. Gabrielle ouvrait la marche, écartant les branches basses et indiquant les obstacles. Antoine suivait, son pas rendu incertain par l'âge et le terrain difficile. Éléonore fermait la marche, tous ses sens en alerte. « Nous approchons de la zone surveillée par la Fondation », murmura Gabrielle après une demi-heure de marche. « À partir de maintenant, silence radio. Ils ont parfois des patrouilles, surtout depuis l'incendie. » Il les guida hors du sentier, s'enfonçant dans un sous-bois dense. Le sol devenait rocailleux, ponctué d'affleurements calcaires aux formes tourmentées. La végétation changeait également, plus clairsemée, adaptée à ce terrain karstique. Soudain, Gabrielle s'arrêta et leur fit signe de s'accroupir. Au loin, des voix et le craquement de branches indiquèrent la présence d'autres personnes. « Gardiens de la Fondation », chuchota-t-il. Ils font une ronde. Attendons qu'ils s'éloignent. Ils restèrent immobiles pendant ce qui sembla une éternité à Éléonore, le cœur battant. Finalement, les bruits s'estompèrent. Gabrielle consulta sa montre GPS. « Nous sommes presque arrivés. Selon vos indications, la grotte devrait se trouver juste après cette crête. » Ils reprirent leur progression, plus lentement encore, chaque pas soigneusement calculé pour éviter de faire du bruit. Au sommet de la crête, Gabrielle s'arrêta, à nouveau scrutant la vallée en contrebas. « Là, dit-il pointant du doigt,
Vous voyez cette ligne de végétation plus verte qui descend le long de la falaise? C'est l'indicateur d'une source souterraine. Et regardez, au pied de la falaise, Éléonore plissa les yeux. Effectivement, une chute d'eau mince mais régulière s'écoulait d'une fissure dans la roche, formant un petit bassin avant de disparaître dans la végétation. « Le voile d'eau qui pleure les larmes du ciel », murmura-t-elle, se rappelant le poème codé de sa grand-tante. Ils descendirent prudemment vers la cascade, cédant des arbustes et des aspérités rocheuses. L'air devenait plus frais et humide à mesure qu'ils approchaient de l'eau. Arrivé en bas, Gabriel examina attentivement la paroi rocheuse derrière la chute d'eau. « C'est bien ce que je pensais. Il y a une ouverture naturelle, agrandie par l'homme, pas évidente à repérer si on ne sait pas ce qu'on cherche. » Il enfila des gants de protection et écarta délicatement les plantes grimpantes qui masquaient partiellement l'entrée. « Nous allons devoir nous mouiller un peu pour accéder à l'intérieur. » Un par un, ils se glissèrent derrière la cascade, l'eau froide ruisselant sur leurs épaules. L'ouverture était étroite, mais praticable, menant à un passage sombre. Ils allumèrent leurs lampes frontales, révélant une galerie karstique s'enfonçant dans la montagne. Les parois étaient sculptées par des millénaires d'érosion, formant des draperies et des stalactites délicates. « Incroyable !» souffla Éléonore. « Cet endroit est magique. » « Et largement inexploré », ajouta Gabriel. « Les spéléologues, ces locaux connaissent l'entrée, mais peu s'y aventurent en raison des restrictions imposées par la Fondation. » Ils avancèrent prudemment, Gabriel vérifiant régulièrement la stabilité du sol et du plafond. Le passage s'élargissait progressivement, débouchant sur une salle plus vaste. Antoine s'arrêta, promenant sa lampe sur les parois. « Regardez ici, des gravures. » Éléonore s'approcha. Effectivement, la roche portait des inscriptions, croix primitives, symboles géométriques, et ce qui semblait être des lettres grecques anciennes. « Ce lieu a bien servi aux premiers chrétiens, » murmura Antoine, probablement pendant les périodes de persécution romaine, puis réutilisé par les communautés chrétiennes dissidentes au cours des siècles. Ils continuèrent leur exploration, découvrant d'autres salles, d'autres inscriptions. Certaines galeries étaient si étroites qu'ils devaient avancer en rampant, d'autres si vastes que leurs lampes n'en révélaient pas les limites. Selon le journal de ma grand-tante, dit Éléonore en consultant les notes qu'elle avait prises, nous devrions chercher un symbole spécifique, un poisson traversé par une ligne verticale. Ils se séparèrent pour couvrir plus de terrain tout en restant à portée de voix. Éléonore examinait méthodiquement chaque paroi, chaque recoin, à la recherche du signe décrit. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose », appela finalement Gabriel depuis une alcôve latérale. Ils le rejoignirent rapidement. Sur une paroi lisse à hauteur d'épaule, une gravure correspondait exactement à la description. L'Ichthus, symbole chrétien primitif en forme de poisson, traversé par une ligne verticale. « Et maintenant » demanda Gabriel, regardant tour à tour Éléonore et Antoine. Éléonore consulta à nouveau ses notes. Quand le poisson rencontre l'arbre de vie, la vérité se révèle. C'est ce qu'écrivait ma grand-tante. La ligne verticale doit représenter l'arbre de vie. Antoine s'approcha, examinant attentivement le symbole. Dans certaines traditions gnostiques, l'intersection de l'horizontal et du vertical représente le point de passage entre deux mondes, deux réalités. Il posa sa main sur l'intersection des deux lignes et appuya légèrement. Un déclic résonna dans le silence de la grotte et une section de la paroi pivota lentement, révélant une cavité dissimulée. Un mécanisme rudimentaire, mais ingénieux, murmura Gabriel admiratif. Probablement conçu il y a des siècles et maintenu au fil des générations. La cavité contenait un coffret en bois, protégé de l'humidité par un emballage de cire d'abeille. Antoine le sortit délicatement et le posa au sol. Le bois était sombre, travaillé par le temps mais remarquablement préservé. « C'est verrouillé », constata Éléonore, examinant le mécanisme de fermeture. « Le journal ne mentionne pas de clé ?» demanda Gabriel. Éléonore feuilleta frénétiquement ses notes. « Attendez, il y a cette phrase. La clé du royaume n'est pas en métal, mais en parole. » Un mot de passe, suggéra Antoine. Ou une combinaison. Regardez ce mécanisme. Ces disques peuvent être tournés pour aligner des lettres. Effectivement, le système de verrouillage comportait 3 disques rotatifs gravés de caractères grecs. Que pourrait être le mot-clé ? Se demanda Éléonore à voix haute.
Soudain, un bruit de voix et de pas résonna dans la galerie principale, accompagné du faisceau de lampes puissantes. « Éteignez vos lampes », chuchota Gabriel, joignant le geste à la parole. Ils se retrouvèrent plongés dans l'obscurité totale. Seuls les faisceaux lointains des intrus dansant sur les parois des galeries adjacentes. Éléonore serra le coffret contre elle, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. « La confrérie », murmura Antoine. « Ils nous ont suivis. » Gabriel les guida à tâtons vers le fond de l'alcôve. « Il y a une fissure étroite ici. J'ai exploré cette partie de la grotte lors de mes relevés. Elle mène à une salle inférieure puis à une sortie secondaire. Mais il faudra s'y faufiler. »« Allez-y d'abord, » souffla Éléonore à Antoine. « Je vous suivrai avec le coffret. » Les voix se rapprochaient. Des bribes de conversation leur parvenaient maintenant clairement. Traces récentes. Vérifiez toutes les galeries. Antoine s'engagea dans la fissure, suivi par Éléonore qui serrait le précieux coffret contre sa poitrine. Gabriel fermait la marche, effaçant leurs traces du mieux qu'il pouvait. La descente était difficile, la roche glissante sous leurs mains. Plusieurs fois, Éléonore crut qu'elle allait perdre prise, mais une détermination nouvelle la portait. Les secrets de sa grand-tante, des vérités supprimées depuis des siècles, tout cela reposait maintenant entre ses mains. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une salle plus vaste, où ils purent rallumer discrètement leurs lampes. Le plafond bas était constellé de stalactites délicates, et un filet d'eau s'écoulait le long d'une paroi pour former une petite mare cristalline. « Nous sommes en sécurité pour l'instant », murmura Gabriel. « Cette partie de la grotte n'est pas cartographiée, mais nous devons continuer à avancer. La sortie secondaire se trouve à environ 500 mètres. » Éléonore posa le coffret sur une surface plane et se concentra à nouveau sur le mécanisme de verrouillage. « Nous devons l'ouvrir avant de sortir. Si nous sommes capturés à l'extérieur, tout aura été vain. » Antoine acquiesça, s'agenouillant près d'elle malgré la douleur évidente que ce mouvement lui causait. Revenons à cette phrase. La clé du royaume n'est pas en métal, mais en parole. Qu'est-ce que cela pourrait signifier dans le contexte? Des recherches de Madeleine? Éléonore ferma les yeux, essayant de se mettre dans la peau de sa grand-tante. Elle travaillait sur les enseignements originels du christianisme, avant les modifications et interprétations ultérieures. Quelle pourrait être la clé du royaume dans ce contexte? Son esprit s'éclaircit soudain. Dans l'évangile de Thomas, texte gnostique découvert à Nag Hammadi, Jésus dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous ». Ce pourrait être une référence à cela. Mais quel serait le mot exact? S'interrogea Antoine. Éléonore examina à nouveau les disques. Chacun comportait des lettres grecques. 3 disques, 3 lettres, ou peut-être un mot de 3 lettres. Elle réfléchit intensément, feuilletant mentalement ses connaissances des textes gnostiques et des symboles chrétiens primitifs. Fayatin, dit-elle finalement. Faux, lumière en grec. Dans le prologue de l'évangile de Jean, la lumière est associée au logos, la parole divine qui était au commencement. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ses doigts tournèrent délicatement les disques, alignant les lettres grecques correspondantes. Un déclic se fit entendre, et le couvercle se souleva légèrement. « Vous avez réussi », souffla Antoine, l'admiration perceptible dans sa voix. Avec précaution, Éléonore ouvrit complètement le coffret. À l'intérieur, soigneusement préservés dans des étuis de cuir ciré, se trouvaient plusieurs parchemins et codex anciens. « Les voilà », murmura-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Les documents que ma grand-tante a découverts. » Elle sortit délicatement l'un des manuscrits et le déroula partiellement. Le texte était rédigé en grec koiné, avec des annotations en araméen. Même dans la faible lumière de leurs lampes, la beauté des calligraphies anciennes était saisissante. « C'est l'Évangile de Marie », constata Antoine, parcourant le texte. Une version bien plus complète que celle connue jusqu'à présent. Et regardez ces autres manuscrits. Certains semblent être des correspondances entre communautés chrétiennes du 1er et 2e siècle. Des bruits de pas et d'éboulements au-dessus d'eux les ramenèrent à leur situation précaire. « Nous devons partir maintenant », insista Gabriel. Ils explorent méthodiquement toutes les galeries. Ils finiront par trouver ce passage. Éléonore remit soigneusement les documents dans le coffret et le referma. « Comment allons-nous transporter cela en toute sécurité ?» Gabriel sortit de son sac à dos un étui étanche conçu pour protéger des équipements scientifiques. « Ceci devrait convenir, et j'ai une idée pour brouiller les pistes. »
Ils remballèrent rapidement le coffret dans l'étui que Gabriel plaça dans son sac de géologue. Puis il sortit plusieurs échantillons de roches et les dispersa près de la mare. « Des calcaires fossilifères », expliqua-t-il. « Si on nous intercepte, je dirais que nous faisions des prélèvements pour mon étude sur l'évolution des aquifères karstiques. Ces échantillons en seront la preuve. » Ils reprirent leur progression, Gabriel en tête, naviguant avec assurance dans le dédale souterrain. Les galeries devenaient plus étroites, le plafond s'abaissant par endroits, les obligeant à avancer courbés ou à quatre pattes. Finalement, ils aperçurent une lueur naturelle. La sortie n'était plus qu'à quelques mètres, dissimulée derrière un rideau de fougères et de lierres. « Attendez » chuchota Gabriel, les arrêtant d'un geste. « Laissez-moi vérifier qu'il n'y a personne à l'extérieur. » Il se faufila prudemment jusqu'à l'ouverture et scruta les alentours. Après quelques instants de tension, il leur fit signe d'avancer. « La voie est libre. Nous sommes sur le versant opposé de la colline, à environ 1 kilomètre de l'entrée principale. Mon véhicule est garé à 2 kilomètres d'ici, mais nous devrons faire un détour pour éviter les sentiers principaux. » Ils émergèrent à l'air libre, clignant des yeux sous la luminosité soudaine, bien que le soleil commençât déjà à décliner. Le contraste entre l'atmosphère confinée de la grotte et l'immensité du paysage cévenol était saisissant. Leur progression à travers la végétation dense était lente et pénible. Antoine, malgré sa détermination, montrait des signes évidents de fatigue. Éléonore le soutenait du mieux qu'elle pouvait, consciente du poids des années et des épreuves qui pesaient sur lui. Ils avaient parcouru environ la moitié du chemin quand le vrombissement d'un moteur les figea sur place. « À couvert », ordonna Gabriel, les guidant derrière un bouquet d'arbustes épais. Une jeep de la Fondation Héritage Chrétien passa sur un chemin en contrebas, 2 hommes scrutant attentivement les environs. « Ils ont élargi leur périmètre de recherche », constata Gabriel quand le véhicule se fut éloigné. « Nous devons changer d'itinéraire. » Il les conduisit plus haut dans la montagne, empruntant des sentes à peine visibles que seul un habitué des lieux pouvait repérer. La fatigue commençait à se faire sentir, leurs jambes lourdes après des heures de marche sur un terrain accidenté, mais la conscience de l'importance de leur mission les portait. Le soleil disparaissait derrière les crêtes quand ils atteignirent finalement le véhicule de Gabriel, dissimulé sous un camouflage de branches et de feuillage. « Nous avons réussi !» souffla Éléonore, se laissant tomber sur le siège. Passager, le précieux étui serré contre elle. Gabriel démarra en silence, s'engageant prudemment sur le chemin forestier. « Pas encore tout à fait. Nous devons quitter la région sans nous faire repérer. La Fondation a probablement des observateurs sur les routes principales. »« Où allons-nous maintenant ?» demanda Antoine depuis la banquette arrière, la voix teintée d'épuisement, mais aussi d'une satisfaction profonde. « J'ai une cabane, à 2 bergers à quelques kilomètres d'ici, » répondit Gabriel, isolée sans accès routier direct. « Nous y passerons la nuit, le temps d'examiner ces documents et de décider de la suite. » La cabane était rustique mais accueillante, construite en pierre sèche avec un toit de lauze. Une source proche fournissait de l'eau fraîche et Gabriel avait stocké des provisions de base. La nuit était tombée quand ils arrivèrent et la voûte céleste au-dessus des Cévennes offrait un spectacle d'une beauté saisissante, la voie lactée s'étirant comme un fleuve d'étoiles. À la lueur des lampes à huile et d'une petite installation solaire, ils commencèrent à examiner les documents sauvés de la grotte. Éléonore, grâce à sa formation théologique, traduisait les passages les plus significatifs, tandis qu'Antoine identifiait les contextes historiques et les références croisées avec d'autres textes anciens. Ce qu'ils découvraient dépassait leurs espérances. Ces manuscrits révélaient une vision du christianisme primitif, bien éloignée des dogmes officiels établis par les conciles des siècles ultérieurs. Ils parlaient d'une spiritualité inclusive où femmes et hommes partageaient également les responsabilités religieuses. Ils décrivaient des pratiques méditatives proches de traditions orientales, une vision de l'au-delà plus complexe que la simple dualité paradis-enfer, et surtout, une compréhension de la divinité du Christ qui ne s'opposait pas à l'humanité de tous. Ces textes confirment ce que ma grand-tante avait pressenti, murmura Éléonore, émue aux larmes. Le message original a été modifié, simplifié, parfois détourné, pour servir des intérêts politiques et de pouvoir. La question maintenant, intervint Antoine,
et de savoir comment partager ses découvertes. La confrérie fera tout pour les discréditer ou les faire disparaître. Gabriel, qui s'était occupé de sécuriser les alentours, revint s'asseoir près d'eux. Ma tante Émilie a évoqué un réseau international d'universitaires et de chercheurs indépendants, des personnes de confiance dans diverses disciplines qui pourraient authentifier ces documents et les présenter au monde avec toute la rigueur scientifique nécessaire. Ce serait l'approche la plus sage, approuva Antoine. Une publication, simultanée dans plusieurs pays par des sources académiques respectées, serait difficile à étouffer même pour la confrérie. Éléonore restait silencieuse, contemplant les manuscrits étalés devant elle. Ces textes anciens contenaient des vérités qui avaient le pouvoir de transformer la compréhension que des millions de personnes avaient de leur foi. Comment réagiraient les fidèles en découvrant que certains dogmes, considérés comme fondamentaux, étaient en fait des constructions tardives, que certaines pratiques originelles avaient été supprimées, car elles donnaient trop de pouvoir aux individus face aux institutions. « Je pense à tous ces croyants, dit-elle finalement, à ma congrégation à Lille, à tous ceux qui trouvent réconfort et sens dans leur foi. Ne risquons-nous pas de leur arracher cela ?» Antoine posa une main bienveillante sur son épaule. « La vérité ne détruit pas la foi authentique, Éléonore. Elle la libère des carcans artificiels. Rappelez-vous ce que disent ces textes. La lumière divine est présente en chacun. Connaître cette vérité ne peut qu'enrichir l'expérience spirituelle de ceux qui cherchent sincèrement. » Éléonore hocha lentement la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles. « Vous avez raison. Ces vérités appartiennent à tous, pas seulement à une élite ecclésiastique. Ma grand-tante le savait. C'est pour cela qu'elle a risqué sa vie. » Ils passèrent la nuit à organiser leur plan d'action, identifiant les contacts sûrs, les moyens de transport les plus discrets, les lieux où les documents pourraient être temporairement mis en sécurité. À l'aube, épuisés mais déterminés, ils quittèrent la cabane. Gabriel les conduisit par des chemins détournés jusqu'à une petite gare rurale où un train les emmènerait vers Montpellier, puis vers d'autres destinations où les attendèrent des alliés. Sur le quai désert, alors que les premières lueurs du jour teintaient le ciel de rose et d'or, Éléonore prit un moment pour contempler les montagnes Cévenols qui avaient abrité pendant tant d'années les secrets de sa grand-tante. Elle comprenait maintenant la passion qui avait animé Madeleine Beaumont, cette quête de vérité qui transcendait les risques et les sacrifices. Cette même flamme brûlait désormais en elle, illuminant un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé, emprunté quelques jours plus tôt. Le train apparut au loin, serpentant entre les collines. Antoine s'approcha d'elle, l'étui contenant les précieux manuscrits solidement attachés à sa poitrine. « Prête pour la suite du voyage ?» demanda-t-il doucement. Éléonore sourit, une détermination sereine illuminant son visage. « Plus que jamais. Ce n'est pas seulement pour ma grand-tante que nous faisons cela, c'est pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui aspirent à une spiritualité plus authentique. C'est pour la vérité elle-même. » Le train s'arrêta devant eux dans un crissement de frein. Ils montèrent à bord, laissant derrière eux les montagnes et leurs secrets, mais emportant avec eux une lumière ancienne, prête à briller, nouveau dans le monde. Alors que le convoi s'ébranlait, Éléonore eut une dernière pensée pour sa paroisse de Lille, pour sa vie d'avant. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais y retourner, comme si rien ne s'était passé. La révélation qu'elle portait désormais transformerait non seulement sa compréhension de sa foi, mais aussi sa place dans le monde et sa mission en tant que guide spirituel. Le train accélérait, traversant les paysages baignés de lumière, matinale. Devant elle s'ouvrait un chemin incertain mais lumineux, guidé par la vérité si longtemps cachée. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu ce mystérieux colis, Éléonore se sentait en paix, portée par la certitude d'accomplir l'œuvre que sa grand-tante n'avait pu achever. La révélation n'était pas une fin mais un commencement.